Gérard a lui aussi longtemps recherché ses origines. Il a toujours su qu'il avait été abandonné, mais tout a été mis en œuvre pour l'empêcher de remonter le temps. Il lui aura fallu des années pour résoudre le mystère de son incroyable histoire. Aujourd'hui, par exemple, il sait que sa famille vivait dans cette grande maison bourgeoise de la banlieue parisienne. Une vie qu'on lui a dérobée. Si tout s'était bien passé, j'aurais pu vivre ici, mais malheureusement, et non. Il y a eu cette bêtise. Les choses ont pris une autre direction. Une autre direction qui a conduit Gérard dans une autre vie. Une vie qui ne lui avait jamais vraiment plu. Il n'a jamais accepté d'avoir été abandonné et sa quête a toujours été une obsession. On sentait qu'il y avait quelque chose derrière son abandon et ça, il nous l'avait toujours dit. J'ai toujours cherché. C'était vital, hein, je devais savoir. Et c'est par hasard qu'il va finir par découvrir le grand secret de ses origines. J'ai l'impression que c'était un film. Il a enfin un père. Malheureusement, il a commis l'irréparable. Mais qu'a bien pu faire son père pour qu'on lui arrache son fils? Qui était sa mère? Gérard va aller de découverte en découverte et mettre à jour une terrible histoire. Moi, j'ai été rayé de la carte, de toute façon, toute ma vie. J'ai l'habitude de ça. Ce destin, lourd, pénible, cruel. Moi, je lui tire mon chapeau. D'autres, à sa place, se seraient peut-être découragés avant. Lui, non. Mais lorsque la vérité éclate, est-elle facile à assumer? J'exige, je suis là, même si je dérange, bah tant pis, je suis là. Gérard a-t-il bien fait de vouloir à tout prix déterrer les fantômes de son passé? Les souvenirs d'enfance de Gérard se résument à quelques documents glanés auprès de la DAS. Des courriers, des rapports qui relatent sa vie depuis qu'il a été abandonné à la naissance. Caractère général de la physionomie. Couleur des yeux, bleu, cheveux blonds, filasse, clair. Affectueux, 56, donc j'avais 18 mois à peu près. Gérard n'a jamais été adopté. Il a été ballotté dans toute la France de famille d'accueil en famille d'accueil, qui souvent ne l'aimaient pas. Comme lorsqu'à l'âge de 10 ans, il est placé chez un couple du Creusot qui lui mène la vie dure. Le matin, la première chose que je faisais, j'allais chercher le lait à la ferme. Et puis ensuite, il fallait faire le ménage. C'est-à-dire qu'il fallait soit balayer, enlever les poussières, nettoyer la table, voilà. Et si c'était pas fait, ça ne fonctionnait pas. Bon, au bout d'un moment, ça suffit, hein, voilà. Et dans ma tête, je me disais, mais je suis pas là pour faire le ménage, hein, voilà. Ces gens sont payés pour me garder, c'est tout. Voilà. Et puis ça le faisait pas, hein. Donc ça volait dans tous les sens. Et puis je partais. Au lieu d'aller à l'école, je partais. Ce couple écrira même à la DAS que Gérard ne pourra jamais s'intégrer dans une famille car il n'accepte pas sa situation. Je vous dirais que chez lui, son hantise est d'être de l'assistance et de ne pas connaître sa mère. Je t'aime bien, me dit-il, mais si je voyais ma vraie maman, eh bien je serais plus gentil, tu verrais. Dans ma tête, c'était clair, hein, je voulais absolument la retrouver. Bon, quand on a 10 ans, on a compris un petit peu la situation, hein. On a des copains à l'école, on se dit, bah, eux, ils ont une famille, pourquoi j'ai personne? Ils ont un frère, une sœur, pourquoi je n'en ai pas, moi? Fugue, punition, Gérard n'a gardé que des mauvais souvenirs de son enfance, aucune attache, très peu de photos. Son seul réconfort, c'est la musique, la trompette qu'il découvre à l'âge de 9 ans et qui ne le quittera plus. À 17 ans, il s'enfuit définitivement. Il monte à Paris pour devenir musicien professionnel. Une année de galère, il joue dans le métro, enchaîne les petits boulots. Il dort parfois dans la rue, mais finit par entrer dans un studio d'enregistrement. Et là, je fais la connaissance d'un tromboniste et puis d'un autre trompettiste, un pupitre de cuivre. Voilà, on travaille ensemble, etc. Et puis un jour, il me dit, téléphone, il me dit, ben tiens, qu'est-ce que tu fais pendant 6 mois, les 6 prochains mois? Ben, je dis rien. Il me dit, si tu veux, on fait la tournée de My Brand. C'est le début de sa carrière. Il accompagne aussi en tournée Frédéric François, Serge Lama et devient un professeur de musique. Gérard se marie et a 3 enfants. Bref, une vie de famille et professionnelle comblée,
Mais ces questions sur ses origines le hantent toujours. Il continue à chercher une trace de ses parents. Mais au milieu des années 90, à l'âge de 40 ans, il ne sait toujours rien, à part son nom de famille, Drogneau, et le prénom de sa mère, Thérèse. J'ai trouvé une fois une dame qui s'appelait Drogneau, Thérèse, qui habitait en Bretagne. Donc je me dis, Drogneau, Thérèse, ah ben ça y est, mais c'est ma mère, mais c'est sûr. Je vais voir cette personne, je frappe à sa porte, dame assez forte qui se présente, et je lui explique la situation. Et elle me dit, monsieur, si j'ai 8 enfants, si j'en avais eu un 9e, je le saurais. Et si vous étiez celui-ci, je vous serrais dans mes bras. Malheureusement, vous n'êtes pas celui-ci. Tout son entourage est au courant de sa quête impossible et voit bien que Gérard ne sera jamais heureux tant qu'il ne saura pas qui étaient ses parents. À commencer par ses propres enfants qui ont toujours connu leur père, obsédés par son mystérieux passé. Il a toujours recherché plus ou moins d'où il venait, qui étaient ses parents. Je me souviens de démarches auprès de l'ADAS, à plusieurs tentatives où on lui disait il y a le secret donc on ne peut pas vous dire. Il n'arrivait pas à obtenir d'informations. Donc de tout temps il a cherché. Et en 40 ans de recherche, Gérard n'a rien trouvé. Jusqu'au jour où une amie musicienne qui connaît son histoire tient à lui montrer un article de presse sur lequel elle est tombée par hasard. Il y a une photo qui accompagne l'article, une photo qui va bouleverser la vie de Gérard. J'avais été très touchée par cette recherche parce que je trouve que c'est cruel de pas connaître ses origines. Et lorsque je suis tombée sur cette photo m'a paru totalement évidente. Elle m'a littéralement sauté à la figure. C'est une expression que j'ai déjà vue sur le visage de Gérard. Cette photo, c'est celle de Jacques Fesch, un jeune criminel des années 50 qui a été exécuté. Gérard, lui, ne se reconnaît pas dans la photo. En revanche, quelques lignes à la fin de l'article attirent son attention. Thérèse. Celle-ci mettra au monde un fils, Gérard, et l'abandonnera aussitôt à l'assistance publique. Ah, je me dis, c'est possible que ce soit moi. Je regarde, Jacques Fesch a été incarcéré le 25 février 1954. Je suis né le 28 octobre 54, ça peut être mon père. Là, je reprends la photo, et puis je me dis, oh là, oui, pourquoi pas? Vous vous rendez compte, vous passez 40 ans de votre vie à vous poser des questions sur vos origines, à chercher, à remuer ciel et terre, et d'un seul coup, paf, ça vous tombe dessus. Si c'est vrai, on se dit, c'est pas possible. D'un seul coup, là, j'ai le visage de mon père, plus jeune que moi, puisqu'il a 27 ans, photo. Le visage de mon père, le visage de mon grand-père, le visage de l'histoire, ça fait beaucoup. Gérard retrouve facilement les coordonnées du biographe de Jacques Fesch cité dans l'article. Il l'appelle immédiatement. Ce coup de téléphone, c'était M. Duchesne, oui. Eh bien voilà, je pense que je suis le fils de Jacques Fesch. Alors évidemment, c'est une affirmation qui laisse sans voix. Et là, rapidement, cette personne me dit, écoutez, je vais moi à mon tour vous poser une question, et puis on verra, je vous dirai. Il me dit, est-ce que vous vous êtes appelé, au début de votre existence, Drogneau avec un T? Jean Duchesne lui pose cette question car le nom de famille de cette fameuse Thérèse est Drogneau. Et ce nom n'est pas anodin pour Gérard. Il l'a porté jusqu'à l'âge de 10 ans, jusqu'à ce que la DAS en modifie la première lettre pour des raisons obscures. J'ai souvenir de m'appeler Drogneau, oui, depuis, oui, puisqu'on m'a changé de nom en 1964, donc j'avais 10 ans. Donc à 10 ans, on a des souvenirs précis, ça c'est clair, voilà. Je me suis appelé Drogneau jusqu'à l'âge de 10 ans. D'un seul coup, on me dit, non, c'est une erreur à l'état civil, c'est pas un T, c'est un D, tu t'appelles Drogneau. Voilà, je le sais. Puis j'ai encore, je veux dire, des éléments, des papiers qui prouvent que je me suis appelé Drogneau. Je me dis, il y a de fortes chances pour que ce soit lui. Le faisceau d'indices ou d'indications qu'il fournit me paraît convaincant. Et puis après, les derniers doutes que je pouvais avoir ont été levés quand nous nous sommes rencontrés. Et bien sûr, il ressemble certainement à son père. Alors il est très différent en ce sens qu'il est petit et costaud, alors que Jacques Fesch était grand et mince. Mais quand on voit les traits du visage, je pense qu'on ne peut pas douter que c'est véritablement le fils de Jacques Fesch.
Après toutes ces années de recherche sans résultat, c'est donc par un incroyable hasard que Gérard découvre enfin le visage et le nom de son père. C'est vraiment un soulagement, ça y est. Des tas de questions qui se... Ça y est, c'est fini. Voilà, on découvre un petit peu comme une lumière. Poum, ça y est. Ah, ça y est. Je sais d'où je viens. Mais tout en sachant que, maintenant j'ai mis le pied dans autre chose. Il va falloir aller au bout des choses. Il va falloir continuer. Gérard veut désormais en savoir plus sur ce père qui a défrayé la chronique dans les années 50. Il se met en quête de tous les documents consacrés à Jacques Fesch. Photos, coupures de presse, et il n'est pas au bout de ses surprises. Jacques Fesch, né en 1930, est issu d'une famille bourgeoise de la région parisienne. Il est le fils d'un banquier, Georges Fesch. Mais Jacques, lui, n'aime pas travailler. Il préfère le jazz et Saint-Germain-des-Prés. Il rêve de s'acheter un bateau, mais ses parents refusent de lui payer. Alors le 25 février 1954, il va commettre un acte fou. Il décide de braquer un bureau de change à Paris. Mais son hold-up tourne mal. Dans sa fuite, il se retrouve nez à nez avec un policier. L'agent de police sort son arme, fait la sommation d'usage, haut les mains ou je tire, et à ce moment-là, sans répondre, Jacques Fesch, instinctivement dira-t-il, fait feu à travers la poche de son manteau, et alors qu'il n'a pas ses lunettes, il tire une seule balle qui atteint malheureusement l'agent Vergne en plein cœur. Jacques Fesch est immédiatement arrêté et emprisonné. Son crime fait la une des actualités. Il faut accorder cette semaine une pensée au gardien de la paix parisien Jean Vergne, victime du devoir auquel M. Martineau Desplat, ministre de l'Intérieur, a remis la Légion d'honneur à titre posthume avant de présider la cérémonie des obsèques. C'est en donnant la chasse à un jeune dévoyé que le gardien Vergne a été abattu par le fuyard. La première réaction que j'ai eue, c'est un voyou, c'est un bandit, voilà, c'est mon père, je suis issu de cette famille. C'est un choc, hein, ça c'est clair. Hein. C'est pas quelque chose d'anodin. J'ai imaginé des tas de scénarios, mais pas celui-ci. Mais bon, il faut l'accepter, c'est sa famille, c'est comme ça. Gérard connaît désormais l'histoire de son père, mais il lui reste à découvrir celle de sa mère, Thérèse Trognoux. D'autant qu'il y a un problème. Jacques Fesch, lui, est marié à une certaine Pierrette. Ils ont même une fille, Véronique. Gérard serait donc le fruit d'un adultère. Il parvient à retrouver la trace de Pierrette Fesch, l'épouse légitime de son père. Elle habite toujours à Paris et accepte de le recevoir. C'est drôle, hein, j'imagine comment ça va se passer. Bon, ça se passe bien. Pierrette, la voici. Elle a aujourd'hui 83 ans. Elle connaissait l'existence de Gérard et s'attendait d'ailleurs à ce qu'un jour, il franchisse sa porte. J'étais même étonnée qu'il n'y ait qu'un seul petit tétard en circulation au bureau des réclamations. Parce qu'il déroulait sa libido comme un tapis rouge. Je vous dis, le Simca Sport, au lieu de son aspirateur à nanette, je ne voulais même pas savoir ce qu'il faisait. Je savais très bien que, je dis, sa libido, comme tous les gens au bord du désespoir ou en perte de vitesse totale, en chute libre, bon, c'est ce qui marche le mieux, quoi. Draguer. C'est une façon de survivre. Ce jour-là, Gérard va en apprendre un peu plus sur son père. Un dandy séducteur, un chien fou qui croquait la vie et qui plaisait aux femmes. Il était en dérive permanente, impalpable. Ça m'attirait beaucoup. Pierrette parle aussi à Gérard de la souffrance engendrée par le coup de folie de son père. Elle lui raconte les 3 années de parloir et surtout le procès en avril 1957. Elle était présente dans la salle d'audience le jour du verdict. La chose la plus atroce que j'ai vécue, c'est cette condamnation à mort, cette formule au nom du peuple français. Jacques Fesch, qui est donc le père de mon enfant, est condamné à avoir la tête coupée. Et puis ce fameux 1er octobre 1957, le jour où Jacques Fesch est guillotiné dans la cour de la prison de la Santé. Il avait 27 ans. L'exécution, je n'ai jamais pu, encore maintenant, l'accepter.
Pierrette explique enfin à Gérard